So, thank you. Oh. So next, I will introduce you our next speaker, who took the road from Bordeaux to talk to us about research in media. First, he's a neuroscientist who worked for more than 30 years on dopamine neurotransmission in rodents. And after these years, he realized that most of the time, general public media always show like parts of publication or only the main message, from the publication. And sometimes the message is quite very far away from the scientific message. So after that, since he tried to work in Bordeaux in a neurodegenerative department, disease, to see if mass media can, how they interpret the work of neuroscientists and how can mass media can disturb the message from the neuroscientists. So, Dr. Gonan. Merci. Bonsoir à tous. First, I apologize for those who do not understand French language. My English is so horrible that I prefer to speak French. But my slides are in English. Je voudrais d'abord m'expliquer sur le titre, l'éthique. Il faut bien faire la différence, ou c'est peut-être un petit peu... L'éthique. Faire la différence entre l'éthique et la déontologie. La déontologie, c'est les règles tacites ou écrites qui permettent, quand on est dans une profession, de continuer jusqu'à la retraite sans gros ennuis. Quand on est chercheur, par exemple, il vaut mieux éviter la fraude caractérisée ou le plagiat systématique. Mais l'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est une attitude individuelle de responsabilité où on prend en considération les conséquences de nos actes vis-à-vis des inconnus et même des générations futures. Par exemple, je peux choisir de ne renoncer à ce voyage qui me faisait pourtant tellement envie à Tahiti à cause du réchauffement climatique. Ça, c'est une attitude éthique. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des questions éthiques concernant le discours des neurosciences? Parce qu'il faut voir que qu'est-ce que nous produisons, nous chercheurs, sinon du discours? D'accord? Nous faisons des expériences, nous faisons des observations, mais si nous n'en parlons pas, si nous ne le transmettons pas à des pairs et ensuite à la société, on ne fait rien. Nous produisons du discours. Donc, il y a bien une question, il y a des questions éthiques relatives à ce discours. Dans mon exposé, je vais juste parler des questions éthiques du discours que mes collègues et moi, on a soulevé pendant des années à propos du discours sur la psychiatrie. Mais ce que je pourrais vous dire sur la psychiatrie biologique, c'est également valable dans d'autres domaines. Actuellement, par exemple, on est en train de commencer un travail sur le discours de la neuroéducation et on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc, le discours. Mon titre en anglais est un peu plus agressif, c'est le double discours. Et pour justifier ce titre anglais, oui. Donc, pour justifier ce titre anglais, je voudrais vous lire quelques phrases d'un article qui est paru dans le New England Journal of Medicine. C'était en octobre 2019. Les auteurs sont deux psychiatres de Harvard Medical School. Et voilà ce qu'ils disaient. Paradoxalement, bien que les limitations des traitements biologiques soient largement reconnues par les experts en la matière, le message qui prévaut pour le grand public et le reste de la médecine est encore que la solution aux problèmes psychologiques consiste à faire correspondre le bon diagnostic au bon médicament. Par conséquent, les diagnostics et les médicaments psychotropes prolifèrent
sous la bannière de la médecine scientifique, bien qu'il n'existe aucune compréhension biologique approfondie des causes des troubles psychiatriques ou de leur traitement. Le problème n'est pas simplement une question d'intégrité scientifique et intellectuelle. Cet état de fait influence la formation des soignants et le remboursement des soins. Il nuit gravement aux patients et aux praticiens. Là, vous avez tout ce que je vais vous raconter avec un peu plus de détails. Alors d'abord, est-ce que c'est bien vrai que la psychiatrie biologique n'a pas apporté grand-chose jusqu'à présent à la psychiatrie clinique? Eh bien oui, malheureusement. Hein. On n'a toujours pas des marqueurs biologiques qui ont été validés pour authentifier un trouble mental, sauf à la marge, hein, quelques cas d'autisme ou de retard mental grave qui sont des maladies génétiques. Deuxièmement, puisque justement on n'a pas de marqueurs biologiques, les diagnostics ont pas de validité scientifique et sont relativement peu fiables. Ça ne veut pas dire qu'ils soient inutiles. Hein. Par exemple, c'est important de faire la différence entre une dépression unipolaire et puis un trouble bipolaire, parce qu'un trouble bipolaire, il vaut mieux éviter de prescrire un antidépresseur. Bon, donc les diagnostics peuvent être utiles cependant. Hein. Et puis en plus de ça, on n'a pas validé de nouvelles cibles thérapeutiques depuis 40 ans. La conséquence de tout ça, c'est que l'industrie pharmaceutique, depuis maintenant 12 ans, progressivement ferme tous ses laboratoires de recherche en neurosciences. Donc, il y a un problème, parce que ça, c'est la réalité scientifique. Et les experts tous sont d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas ce qu'on raconte au grand public. Et donc, tout mon travail depuis 10 ou 12 ans, c'est de comprendre pourquoi il y a cet écart-là. Alors d'abord, comment il est produit, cet écart? Voici un travail, donc c'est un article de Ioannidis en 2011, et voici donc l'un des exemples. Il s'agit d'imagerie cérébrale de l'amygdale, et donc il y a eu une méta-analyse pour voir s'il y a une association entre la taille de l'amygdale d'une part et puis la dépression unipolaire. Et la méta-analyse finale dit non, hein, la méta-analyse dit non, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Il y a, vous voyez, là des articles différents qui ont dit différentes choses. Il y en a une vingtaine. Ces articles donnent donc une moyenne et donc un intervalle de confiance à 95%. Donc ça veut dire que si on a 20 études, par chance, normalement, on doit s'attendre à ce qu'une sur 20 disent oui, il y a un effet significatif. Et ce que pointe Ioannidis, c'est qu'il n'y en a pas une sur 20, il y en a 8 sur 20. Il y a donc un excès de résultats significatifs. Ce qu'il a regardé plus largement sur 41 méta-analyses, des centaines d'études primaires, et il montre que grosso modo, dans ce secteur-là, c'est-à-dire l'imagerie cérébrale appliquée à la psychiatrie, il y a à peu près une étude sur 2 qui ne devrait pas donner un effet significatif et qui donne un effet significatif. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des études négatives qui n'ont pas été publiées. Ça, c'est possible. Autrement dit, il y a trop d'études positives parce que les informations négatives ne sont pas ressorties. Il peut y avoir aussi un peu de tricherie. C'est tellement tentant. Vous faites une étude, vous y investissez beaucoup de travail, beaucoup d'argent avec l'imagerie cérébrale. Vous avez une vingtaine de patients et ça sort à P006. Il y a un patient qui avait l'air vraiment un peu à l'écart. Là, bon, allez, hop, on l'enlève et hop, on passe à 0,04. Et ça, c'est la chasse au P significatif. C'est quelque chose qui a été mis en évidence. Il y a, de manière finalement pas très surprenante, plus souvent des résultats à P0,04 qu'à P0,06. Pourtant, il ne devrait pas. Donc, la chasse au P significatif. Voilà, c'est le premier problème. C'est un problème interne à la science, ça. Hein. Deuxième problème, toujours interne à la science. Voici un exemple. Hein, donc, des gens ont recherché une association entre
le déficit d'attention, l'hyperactivité, fréquente chez l'enfant et l'adolescent, et le gène qui code pour le récepteur à la dopamine, le D4. Ce gène existe sous plusieurs variantes, dont l'une à 7 répétitions. Et, ma foi, la première étude publiée sur cette question en 1996 dit « Oui, youpi, il y a une association hyper significative avec un odds ratio de 3. » Et bien évidemment, comme c'est nouveau, comme le résultat est très spectaculaire, c'est publié dans une revue prestigieuse, en l'occurrence Molecular Psychiatry. Les études ultérieures disent « Ah ben, il y a un effet, mais il n'est pas si grand. » Ou bien il n'y a pas d'effet du tout, ou même il y a un effet dans l'autre sens. Et finalement, la méta-analyse, la synthèse de toutes ces observations dit « Oui, finalement, il y a un tout petit effet. 23% des enfants hyperactifs ont la variante à 7 répétitions pour 17% des enfants contrôle. » Ouais, mais enfin, 23-17, on comprend bien que ça n'a plus aucun intérêt du point de vue clinique. Hein? Le problème ici, c'est que la première étude, parce que c'est nouveau, parce que c'est spectaculaire, est publiée dans une revue prestigieuse. Toutes les études ultérieures, pourtant publiées dans des bonnes revues, hein, avec comité de lecture et tout, c'est publié dans des journaux moins prestigieux, en moyenne un facteur d'impact de 5. Et le résultat, c'est que les journalistes voient l'étude initiale, ils en parlent dans la semaine qui a suivi, 18 articles de presse. Les études ultérieures, jamais citées par la presse, et même pas la méta-analyse non plus d'ailleurs. Donc, on voit ici, et alors, oui, d'abord, premier point, cette dévaluation des études initiales, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Grosso modo, dans le biomédical, à peu près une étude sur 2 est invalidée par les études ultérieures. Je dis invalidée ou bien tellement réduit que ça n'a plus aucun intérêt. Une étude sur 2. Mais dans certains domaines, par exemple, on a pointé 46 études initiales dans le domaine des associations génétiques avec un trouble mental. Sur les 46 études initiales, il y en a 3 qui ont été confirmées par les méta-analyses ultérieures. Hein. Donc, cette dévaluation est loin d'être rare. Le problème, c'est que les médias ne parlent jamais de cette dévaluation. Je vais vous en donner un autre exemple qui est encore plus intéressant parce que je suis sûr que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un papier publié dans Science, c'était en 2003. C'était tellement nouveau que ça a été considéré comme le papier de l'année. Et voilà ce que ces chercheurs ont fait, donc Caspi et collègues. Ils ont suivi 845 jeunes adultes. Ils ont regardé si ces jeunes adultes avaient le gène, la forme courte ou la forme longue du gène qui code pour le transporteur de la sérotonine. Ils ont regardé si ces jeunes adultes étaient soumis à des stress, stress de vie, dette, divorce, déménagement, deuil, enfin bon. Et ils ont regardé enfin si ces jeunes adultes étaient plus souvent déclarés, diagnostiqués déprimés. Et ils en ont conclu que oui, quand on est exposé à des stress de vie, si on a la forme courte du gène, on a plus de chances d'être déprimé. Et ils ont mis en avant cette susceptibilité génétique. Mais quelle aurait été, à mon avis, la véritable conclusion? La susceptibilité génétique, selon Caspi, ça fait un odds ratio de 1,3. Mais les stress de vie et la dépression, c'est connu depuis très très longtemps. Et c'est énorme. Hein, par exemple, la maltraitance dans l'enfance, hein, c'est un odds ratio de 3, 10 fois plus. Hein. Donc, la conclusion déjà, qui pointe surtout sur la susceptibilité génétique, est extrêmement critiquable. Mais ensuite, d'autres chercheurs ont voulu reproduire cette expérience. Et là, par exemple, il y a des études qui prenaient 5 fois plus de patients. Hein, et finalement, la méta-analyse publiée en 2009, puis après, depuis, il y en a encore eu d'autres de méta-analyses hein, qui disent toutes la même chose. Hein. La méta-analyse nous dit non, la susceptibilité génétique avec cette variante du gène codant pour le transporteur de la sérotonine, aucune significativité statistique. Donc, vous avez ici encore un exemple de dévaluation de l'étude initiale. Le problème,
encore une fois, c'est que l'étude initiale a été reprise par la presse grand public, 57 articles de presse. Alors là, vraiment, c'était le tabac. Dans la semaine qui a suivi, hein, aucune des études ultérieures n'a été reprise par la presse. Et quant à la méta-analyse, seulement 4 articles de presse ont signalé que l'étude initiale avait été finalement invalidée. Et du coup, il ne faut pas s'étonner. Voici par exemple un exemple, hein, un article dans la presse publié après la parution de la méta-analyse pourtant. Hein. Or, 20% de la population possède une forme courte du gène qui permet de transporter cette substance, la sérotonine. Ces 20% seraient en quelque sorte plus vulnérables à la dépression. On voit bien ici que, en fait, il parle de quelque chose qui est invalidé, mais de manière plus globale. Hein, qu'est-ce qu'on sait de la susceptibilité génétique vis-à-vis des troubles mentaux? Il y a eu des articles qui prenaient en compte non seulement ce cas-là, ce gène-là, mais d'autres gènes, d'autres études, et pour l'instant, hein, actuellement, aucune vulnérabilité génétique significative n'a été confirmée. On en est là. Donc, vous parlez, quand vous voyez partout écrit susceptibilité génétique, pour l'instant, c'est pure hypothèse. Et pourtant, par exemple, hein, ça a de l'impact socialement parlant. Par exemple, la mission parlementaire santé mentale en France disait en 2013 « Les maladies psychiatriques sont des maladies multifactorielles définies par un terrain génétique et des facteurs environnementaux déclenchants. » Alors, donc là, vous voyez comment un dogme, par exemple ici le dogme de la susceptibilité génétique, envahit la sphère sociale alors qu'il n'y a pas de fondement scientifique à cause de cette histoire de la dévaluation des études initiales qui n'est pas reprise par la presse. Autre problème, exagération. Voici un exemple. Donc, c'est un article publié dans Molecular Psychiatry où il recherchait, il faisait le point de toutes les anomalies en imagerie cérébrale chez les déprimés. Et donc, la conclusion de la phrase finale du résumé, c'était « Cette puissante étude a identifié de robustes anomalies affectant largement le cortex des patients. » Quel est l'effet le plus robuste? Parce qu'ils ont regardé tout un tas de régions. L'effet le plus robuste de tout, hein, c'est dans le cortex orbitofrontal, l'épaisseur du cortex orbitofrontal médian. Qu'est-ce qu'ils nous disent discrètement dans le texte, hein? Bien que les tailles d'effet soient plutôt petites, d inférieur ou égal à 0,13. Ici, c'est 0,13, c'est l'expérience la plus, enfin, l'effet le plus énorme. Et on voit bien effectivement que si on a 7609 contrôles et 1888 patients, en moyenne, il y a une différence d'épaisseur du cortex de 25 microns. Sauf que la dispersion de l'épaisseur du cortex chez les contrôles, elle va de 1,9 à 2,9. Autrement dit, la différence en moyenne, c'est seulement 1/40e de la variabilité. Qu'est-ce que vous voulez en tirer de ça? D'accord. Et ils sont tout contents de dire que c'est significatif à P0, 3,04. Superbe. Hein? Mais est-ce que ça a un sens clinique? Autre exagération. Alors ça, c'est une expérience chez l'animal. Un papier toujours publié dans Science en 1999. Alors voici dans la phrase finale de la conclusion. Hein, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Ils ont fait des souris génétiquement modifiées qui n'expriment plus le transporteur de la dopamine. Dans le trouble de l'attention avec hyperactivité, on prescrit, et ça marche relativement bien, un psychostimulant qui est un inhibiteur de la recapture de la dopamine. Donc, l'idée, qu'est-ce qui se passe chez des souris qui n'ont plus le transporteur de la dopamine? Donc, après avoir produit ces souris, ils les ont testées sur un open field, vous les posez donc les souris sur une table et vous regardez pendant combien de temps elles s'agitent. Eh bien, ils se sont aperçus que les souris génétiquement modifiées, elles s'agitent plus longtemps. Et voilà, ils ont dit, voici un modèle d'hyperactivité. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe si on leur donne de la ritaline. Magnifique, ça les calme. Comment donc ça les calme?
alors qu'ils n'ont plus de transporteur de la dopamine et que la ritaline est supposée agir via le transporteur de la dopamine. Et donc, ils ont montré qu'au lieu de prendre de la ritaline, si on prenait un inhibiteur du transporteur de la sérotonine, autrement dit un antidépresseur, la fluoxétine, ça faisait la même chose. D'où le titre, hein, le rôle de la sérotonine dans l'effet calmant paradoxal des psychostimulants sur l'hyperactivité. Alors, dans cette histoire, il y a une première escroquerie ou une première exagération de fond, à savoir que ces souris sont peut-être hyperactives, mais est-ce qu'elles ont un déficit d'attention? Mystère et boule de gomme, ils n'ont pas testé. Or, pourtant, le déficit d'attention, c'est le symptôme cardinal. L'hyperactivité est considérée seulement comme la conséquence du manque d'attention. Et puis, deuxième problème, c'est que ça a déjà été essayé. Avant 1999, il y a eu plusieurs articles qui ont essayé de voir ce qui se passait si on donnait de la fluoxétine, donc du Prozac, autrement dit, aux enfants hyperactifs. Est-ce que ça les calme ou pas? Et malheureusement, ça ne fait rien du tout. Donc, on voit le problème. C'est ici aussi un biais de citation. Ils se sont bien gardés de citer les articles qui disaient que la fluoxétine ne calme pas les enfants. À mon avis, j'en ai pas la preuve absolue, mais à mon avis, ils connaissaient cet article, mais ils se sont bien gardés de le mentionner. Donc, on voit ici en même temps une exagération et un biais de citation. Passons au problème suivant. Ne pas confondre excès, effet et cause. Toujours de l'imagerie cérébrale. Donc, un exemple, il y a l'effet le plus robuste, avec des méta-analyses bien compliquées, de la dépression, c'est un rétrécissement de l'hippocampe. Mais c'est net, et on voit ici un exemple d'un article, c'est net entre les contrôles et puis les déprimés chroniques. Si vous êtes déprimé pendant des années et des années, oui, l'hippocampe sera tatine. Oh, de 1%, hein, c'est pas mais si c'est une dépression, si c'est le premier épisode dépressif, par contre, et ça a été confirmé par de multiples études, il n'y a pas de différence. Donc, on voit bien ici que la seule interprétation possible, c'est de dire le rétrécissement de l'hippocampe, c'est la conséquence du trouble et pas sa cause. Puis à faire de l'imagerie, à vous parler d'imagerie cérébrale et de psychiatrie, je voudrais vous signaler un article de Daniel Weinberger publié en 2015. Daniel Weinberger, c'est le pape de l'imagerie cérébrale en psychiatrie aux États-Unis. Il en a fait des dizaines d'études et dans cet article, il dit « Attention, beaucoup d'études sont contaminées par des artefacts. » Pourquoi? Ça se comprend assez bien. Si vous voulez faire d'une bonne imagerie cérébrale, il faut donc vous mettre dans une machine qui fait un bruit d'enfer et il ne faut surtout pas bouger pendant des fois jusqu'à 20 minutes. Les contrôles, qui c'est des étudiants, des professeurs, des personnels de l'université qui savent très bien tout ça et qui le comprennent. Et puis, si ça se trouve, ils en ont passé plusieurs pour faire contrôle pour cette étude, contrôle pour cette autre étude, etc. Les patients, vous les mettez pour la première fois là-bas dedans. Je ne sais pas moi, un enfant. Hein? Je ne sais pas. Ah oui, ça y est. Donc, un patient, il a toutes les chances de bouger plus. Donc, ils vont à tous les coups trouver une différence entre les patients et les contrôles. Hein? Et c'est ça que pointe Daniel Weinberger. Voyons encore un exemple un peu plus pernicieux. Donc, c'est un article publié dans Lancet Psychiatrie. Ils ont cumulé tout un tas d'études et ils ont recherché des modifications de taille de structure cérébrale chez les hyperactifs. Et donc, regardons d'abord ce qu'ils trouvent.
l'effet, c'est pour eux le plus large, c'est dans le volume de l'amygdale. Chez les hyperactifs, en moyenne, l'amygdale est plus petite de 1,5%. La standard déviation, c'est 9,4%. Alors là encore, on voit bien que ça n'a pas aucun intérêt du point de vue clinique. On ne risque pas de faire un test en mesurant l'imagerie cérébrale, par exemple. Ce qui est pernicieux, c'est ce qu'ils disent dans la discussion. Grosso modo, ce qu'ils disent, c'est que nos résultats prouvent bien que le cerveau est altéré chez les hyperactifs. Et donc, si le cerveau est altéré, ça veut bien dire que l'hyperactivité, ce n'est pas dû à des parents incompétents. Et il faut le faire savoir. Voici l'intérêt de notre étude. Et le fait est, quand c'est repris par la presse, qu'en public, l'hyperactivité résulte d'une maladie du cerveau, pas de parents incompétents. Et dans cet article, les scientifiques disent que leurs études prouvent pour la première fois que l'hyperactivité, ça a une cause physique. Le mot cause est utilisé là. Alors du coup, il y a quand même des chercheurs qui trouvent que ça a exagéré un petit peu. Donc, il y a des commentaires qui ont été publiés dans Lancet Psychiatrie. Et ces commentaires disent trois choses. Premièrement, les effets, quand même, vraiment, sont plutôt petits. Il ne faut pas trop exagérer. Bon. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on a une modification de la taille que c'est la cause. Ça peut être simplement la conséquence, comme on l'a vu précédemment. Et puis, le troisième point, c'est quand même drôlement embêtant de nous dire que c'est une maladie du cerveau parce que c'est repris par les médias. Réponse des auteurs. Premièrement, OK, les effets sont plutôt petits, mais c'est pareil partout en psychiatrie. Deuxième point, mais on n'a jamais dit que c'était causal. Voyez-le, OK, ils ne disent pas explicitement que c'est causal, mais ils excluent une autre cause, à savoir des difficultés d'éducation. Et puis, si les médias disent que c'est causal, ce n'est pas de notre faute, on n'y peut rien. Alors, je vous ai brossé à grands traits les principaux problèmes du discours de la psychiatrie biologique. Et maintenant, avant de parler des causes, je voudrais d'abord discuter avec vous des raisons. Pourquoi la psychiatrie biologique n'a pas débouché jusqu'à présent, après tout? Premièrement, parce qu'il suffit d'écouter ce que disent les experts de l'industrie pharmaceutique. Ils disent trois choses. Premièrement, le cerveau humain est trop compliqué. Deuxièmement, les modèles animaux des maladies mentales ne sont pas fiables. Troisième problème, les diagnostics. Comme on n'a pas des diagnostics vraiment fiables, on ne peut pas faire des groupes de patients homogènes. Et donc, on ne peut pas tester vraiment des médicaments spécifiques. C'est pour ça qu'on arrête. Et je voudrais vous dire aussi, vous faire part d'une réflexion que j'ai trouvée super intéressante de Holmes et Patrick. Parce qu'en fait, voilà ce qu'ils disent. OK, on voit avec les troubles mentaux des toutes petites différences en moyenne, mais qui sont beaucoup plus petites que la variabilité entre individus. Pourquoi on a de la variabilité entre individus qui est finalement aussi énorme? Par exemple, l'épaisseur du cortex, on passe de 1,9 mm à 2,9. Pourquoi? Eh bien parce que la variabilité individuelle dans les espèces, c'est essentiel. Si on veut que l'espèce survive, il est souhaitable effectivement qu'il y ait de la variabilité autant que possible. Et la plupart des variations, par exemple tel gène ou tel autre gène, peuvent être positifs dans certains contextes, négatifs dans certains contextes, et tout ça se mélange, interagit, et finalement, c'est cette variabilité qui permet la survie de l'espèce. Donc, espérer trouver des variations significatives avec les troubles mentaux, considérant cette variabilité spontanée, ce n'est pas demain la veille. Maintenant, voyons les conséquences sociales de ce discours. Ce discours qui est en somme neuroessentialiste, qui met en avant les causes cérébrales des troubles mentaux. Premièrement, est-ce qu'il a un impact? Oh que oui, les sociologues américains
ont fait des enquêtes et ils ont demandé à des personnes de la rue, du public, quoi. À votre avis, les maladies mentales, c'est génétique ou c'est autre chose? Enfin bon, des questions de ce genre. Et en 2006, donc, 71% du public US considérait que la schizophrénie et la dépression sont des maladies du cerveau d'origine génétique. C'est 10 points de plus que 10 ans auparavant. Donc, ce discours a, oui, de l'effet. Et ça a été observé aux États-Unis, mais ça a été observé aussi plus récemment en Allemagne et dans un autre pays, mais je ne me rappelle plus. Deuxièmement, quelle est la conséquence de cette conception biologique? C'est que, imaginez par exemple, hein, vous êtes un parent, votre fille sort avec un garçon qui a... Ah, vous entendez parler qu'il a eu une dépression? Ouh là 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 là, ma fille, c'est inguérissable, c'est une maladie génétique. Arrête tout de suite. Il y a un rejet beaucoup plus fort chez les personnes qui croient que c'est des maladies du cerveau vis-à-vis des patients. Donc, ce n'est pas bon du point de vue de la stigmatisation, contrairement à ce qu'on croit. Et puis, c'est aussi hein, les soignants, s'ils sont persuadés que c'est des maladies du cerveau, ils vont s'intéresser à ce qu'ils voient en imagerie cérébrale ou, enfin bon, bref, ils ne vont pas s'intéresser à la personne. Et du coup, eh ben, ils sont moins empathiques vis-à-vis des patients. Ça a été montré aussi par des études sociologiques. Et quant aux patients, s'ils croient que bon, ils y sont pour rien, que c'est un désordre chimique d'origine génétique, eh ben, ils sont passifs. Ils vont s'en remettre aux médicaments et du coup, l'expérience prouve qu'ils guérissent moins. Et puis, si c'est répandu dans la société qu'effectivement, c'est des troubles mentaux d'origine génétique, bah, comme c'est considéré du coup comme une maladie inguérissable, hein, ben, on va hésiter à demander de l'aide. Hein. Donc, la stigmatisation décourage les patients de demander de l'aide. Ça, c'est la conséquence. L'une des... Autre conséquence vraiment dommageable, à mon avis, et peut-être le pire, c'est que si vous dites que c'est des maladies du cerveau d'origine génétique, il n'y a rien à faire, c'est tout. Or, on connaît, pour les troubles mentaux les plus fréquents, des facteurs de risque environnementaux qui sont très, très conséquents. Par exemple, si on prend l'hyperactivité, le trouble de l'attention avec déficit d'attention, quels sont les facteurs qui sont de risque associés à ce trouble? Naissance prématurée. Les enfants prématurés, ils ont des problèmes de tout genre, mais aussi de ça. Or, la bonne question, c'est combien il y en a? Avec la même définition de la prématurité, en France, c'est 6%, aux USA, c'est 13%. Pourquoi? C'est bien des questions sociales. En France, on a quand même un suivi des mères avant la naissance, après la naissance, qui est quand même nettement plus sérieux, qui touche beaucoup plus de monde qu'aux USA. Et puis, bien sûr, il y a les congés de maternité qui sont beaucoup plus abondants en France qu'aux USA, aussi pareil. Donc, c'est pas la naissance prématurée, c'est aussi un facteur social. Autre point, exposition excessive aux écrans entre 0 et 6 ans. Là aussi, hein, il y a d'énormes études qui vont toutes dans le même sens. Alors, d'accord, on se dit, des enfants qui passent, mettons, ils ont 2 ans, ils passent déjà 3 heures par jour devant les écrans, ils ont 5 ans, ils en passent déjà 6 heures par jour devant les écrans. Est-ce que c'est vraiment les écrans ou c'est autre chose? Bien évidemment, c'est un tout. Hein? Si l'enfant passe des heures devant les écrans, c'est moins d'heures pour le sommeil, c'est moins d'heures pour jouer, c'est moins d'heures pour apprendre la motricité, c'est moins d'heures pour apprendre les échanges avec les autres. Hein? Ce n'est pas forcément les écrans en tant que tels. Probablement, il y a un effet écran aussi. Hein? Mais enfin, au total, hein, c'est quand même, les heures passées devant les écrans, c'est réellement problématique. Or, il y a quand même une certaine inconséquence de notre société. D'un côté, on fournit des médicaments, on fournit des services qu'on fait payer, bien évidemment, pour soigner l'hyperactivité.
Et d'un autre côté, on fournit, on vend des appareils, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des télévisions. On vend des programmes et bien évidemment, tout ça, ça permet de passer un maximum de temps devant les écrans. Enfance sévèrement maltraitée. Bon, ben ça, tout le monde peut le comprendre. Faible niveau économique et d'éducation des parents. Ben oui, tout va en même temps. Hein. Il y a plus d'enfants prématurés chez les pauvres, il y a plus d'exposition aux écrans chez les pauvres, ainsi de suite. Mère dépressive pendant la petite enfance, oui. Mère adolescente. Elle cumule tout, les mères adolescentes. Toutes les difficultés. Pauvreté, manque de soutien, etc. Mais bon, la bonne question, c'est combien il y en a? On a 10 naissances pour 1000 adolescentes en France. Ceci dit, ce n'est pas un si bon score que ça. Hein. En Hollande, c'est seulement 4. Mais alors, aux États-Unis, c'est 41 à la même époque. Hein. Je n'ai pas actualisé mes chiffres, mais enfin bon, à la même époque, en 2007. 4 fois plus. Hein. Et enfin, bien sûr, l'école aussi est un facteur. Être né en janvier plutôt qu'en décembre, vous avez plus de chances de vous faire diagnostiquer hyperactif. Donc, ce que je pointe ici, c'est que si on dit que c'est des maladies du cerveau qu'il faut corriger avec de la ritaline, c'est de la biologie, la mécanique, etc., tous ces facteurs de prévention qui pourraient limiter le nombre d'enfants réellement hyperactifs, ils ne sont plus pris en considération. C'est pour ça que, et je laisse ce mot de la fin sur cette question à donc, ceux que j'ai cités au tout début. Hein, donc, la formation en psychiatrie devrait prendre en considération non seulement la biologie, mais toutes les études d'épidémiologie, des sciences sociales et culturelles, et bien évidemment la psychothérapie. Avant de clore tout à fait, je voudrais quand même dire un mot de pourquoi on a ce discours. Quel est l'intérêt de faire un discours qui, pour le grand public, est trompeur et pousse dans la mauvaise direction la société? Pourquoi? Eh bien oui, il faut bien quand même voir que ce sont les chercheurs qui embellissent les données, font des buées de publications, des interprétations abusives, des exagérations de conclusions, des promesses irréalistes. Pourquoi? Alors, bien évidemment, les chercheurs, c'est aussi leurs institutions. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, il y a maintenant, 45 ans, il n'y avait pas de service de communication au CNRS, pas du tout. Et maintenant, dans chaque région de France, il y a un gros service de communication. Hein. Il s'agit de faire connaître, il s'agit de faire de la mousse. Hein, et bien évidemment, les chercheurs sont appelés à collaborer avec services de communication pour mettre en avant nos résultats. Donc, les institutions poussent à ça, les chercheurs sont incités. Pourquoi ils sont incités aussi? Parce que maintenant, et contrairement à mes débuts, la recherche est financée sur projet beaucoup. Donc, sur projet, si vous voulez que votre projet soit accepté, il faut montrer qu'il a une utilité sociale. Donc, si vous travaillez sur la dopamine, eh bien, il faut dire que ça va permettre de révolutionner le traitement de Parkinson. Ah, puis tant qu'à faire, il y a aussi un appel d'offres sur l'addiction, eh bien, je vais en faire un autre aussi sur l'addiction. On change de 3 phrases ou un peu plus peut-être, mais enfin bon, voilà. Et on vend la possibilité de trouver quelque chose. Bien, d'accord. Mais au bout de 4 ans, hein, si vous voulez avoir de nouveau de l'argent, il faut quand même raconter que vous avez fait quelque chose, vous avez produit des résultats qui allaient dans le sens de vos promesses au bout de 4 ans. Donc, il faut publier quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a une tendance qui n'a pas encore vraiment... Enfin, il faudrait le mettre en évidence, mais ce n'est pas très commode. Une tendance à publier des résultats de plus en plus petits. On multiplie les observations de manière à ce que, en faisant des grosses populations, on peut détecter des plus petits effets. Mais plus les effets sont petits, moins ils ont véritablement de portée clinique, vous comprenez? Donc, il y a cette pression à trouver des résultats, si on n'en trouve pas, pousser un petit peu, enlever un patient ou un animal, et voilà, on a P004. Et puis, il y a aussi autre chose.
La recherche est devenue de plus en plus spécialisée. C'est devenu absolument impossible, même dans un domaine très, très étroit, de se tenir vraiment au courant de ce que font les collègues. Et à force d'être spécialisé, forcément, puis toute notre vie professionnelle en dépend. Il faut être efficace dans ce tout petit créneau. Tout le reste disparaît. Et donc, tous ces problèmes de communication, de production du discours par les chercheurs et leurs institutions, malheureusement, ils s'expliquent. Je veux dire, on a de bonnes raisons de faire tout ça. Tout le monde a de bonnes raisons. Les journalistes, hein, ils veulent du spectaculaire. Ils vont mettre en avant les études initiales. Le reste, bof, on s'en fout. Hein. Si c'est pour dire, vous croyez que mon éditeur en chef il va être content si je dis finalement, oh non, ce qu'on avait dit avant, c'est invalidé. Bon, ça n'intéresse personne. Vous voyez, tout le monde a de bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Et malheureusement, et pourtant, le résultat est catastrophique. Voilà, donc pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure. Donc en France, à Bordeaux avec mes collègues et puis aussi ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Allemagne. Et voilà. Et enfin, si vous voulez un peu approfondir, je vous propose cet article. C'est une revue de synthèse qui a été publiée l'année dernière. Et puis aussi, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez ici mon adresse courriel. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est bien volontiers, à condition de parler bien fort, parce que je suis de plus en plus sourd malheureusement, et je ne suis pas encore appareillé. Ça viendra, mais bon. Merci. On en a parlé tout à l'heure ensemble au déjeuner, mais du coup, ça vaut peut-être le coup de partager avec les autres. Je le tiens un peu plus loin. Je vais vous reposer la question que j'ai posée tout à l'heure pour partager avec les autres. Que pensez-vous de l'effet qu'aura la science ouverte sur ce type de phénomène? Je pense que c'est une réflexion importante à faire. Merci. Oui, en fait, on pourrait se dire, ah, mais la science ouverte, ça va résoudre les problèmes parce que tout sera sur la table. Le problème, c'est que tout sera sur la table, ça va faire une montagne tellement gigantesque que de toute façon, on ne pourra plus faire la synthèse. Dans mon histoire, par exemple, ce qui m'a permis de bâtir tout ce travail, c'est justement parce que j'ai eu le temps. Hein, notamment parce que depuis maintenant 8 ans, je suis directeur de recherche émérite. Je peux faire que ça. J'ai plus à faire des projets, j'ai plus à encadrer des étudiants, à m'inquiéter des financements du labo. Je n'ai plus aucune responsabilité. C'est ça qui permet de réfléchir à côté. Hein. Et moi, je crains, prenons les choses autrement. Ouverte ou pas, à mon avis, la science gagne quand même à ce que les articles scientifiques soient bien reviewés. C'est des fois désagréable, on se fait bouler par des reviewers qui ne sont pas toujours de bonne foi, mais quand même en moyenne, un article bien reviewé devient bien meilleur après. Donc, tout mettre sur la table avant le filtre du reviewage, je ne suis pas pour. C'est juste un petit détail. Qu'est-ce que vous appelez la science ouverte concrètement? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez la science ouverte? Alors, il y a deux choses. Il y a les journaux qui sont accessibles gratuitement en ligne, par exemple PLOS ONE, mais qui sont reviewés. Et puis, il y a aussi la tendance à mettre en ligne sur les sites, là, comment ils s'appellent déjà, enfin bon, voilà. Alors ça, je ne suis pas pour, quoi.
Brièvement, je suis Caroline Strub et je suis membre de la mission intégrité scientifique au CNRS. Donc, je voulais rajouter que la science ouverte, ce n'est pas uniquement l'ouverture des publications et des résultats, c'est aussi l'ouverture des données. Et en fait, les grosses discussions qu'il y a en ce moment sur la science ouverte, c'est surtout sur les données et l'ouverture des données, et qui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'un bon reviewing, c'est déjà la base. Mais après ça, l'intérêt de l'ouverture des données, c'est justement de pouvoir aller aux données brutes et voir comment elles ont été traitées et éventuellement les retraiter. Oui, je pense que les grands pas à faire au niveau de la science ouverte, c'est aussi effectivement les publications gratuites, mais c'est surtout l'ouverture des données. Oui, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais maintenant, le problème est résolu. La plupart des revues, y compris dans mon domaine de sciences de la communication, on peut mettre en ligne, y compris les données de base, avec des gros fichiers, mais il n'y a pas de problème. Oui, bon, ceci dit, qui c'est qui va y voir de près? C'est peut-être pas souvent, mais bon. Oui, merci pour cette présentation. Ça a beaucoup résonné. Je me suis retrouvée dans beaucoup de questions existentielles que je me posais ces derniers temps. Juste, je voulais revenir sur un point qui n'était pas très clair pour moi. C'était quand vous avez abordé la variabilité interindividuelle comme étant quelque chose d'indispensable à la survie de l'espèce. OK. Mais en quoi est-ce que c'est spécifique au domaine de la psychiatrie ? C'est vrai, on pourrait l'appliquer à n'importe quel domaine et à ce moment-là, on se retrouve face à la même question, le problème de la variabilité interindividuelle et du fait que la taille de l'effet est souvent trop petit parce que la variabilité interindividuelle en soi, elle est déjà énorme. Mais c'est vrai, je ne sais pas, en métabolique, c'est pas spécifique de la psychiatrie, quoi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais ici, de mon point de vue, il s'agissait de voir qu'est-ce qu'on dit au grand public. Or, pour ce qui est du grand public, ce qui est important, c'est est-ce qu'on a des arguments pour soigner les gens correctement, scientifiquement, parce qu'ils ont un trouble mental. Si vous avez une différence avec 1888 patients déprimés d'une épaisseur de 25 microns, ça peut être statistiquement significatif à P0, 3,04, clairement, ça n'a aucune utilité du point de vue clinique, vous comprenez? Donc, on raconte au public qu'on a trouvé la cause de la dépression, c'est un amygdale plus petit. Non, ce n'est pas l'amygdale ici, c'est le cortex. Un cortex plus fin, alors qu'en fait, ça n'a aucun intérêt, vous comprenez? Après, dans d'autres domaines, je ne dis pas que des petits effets puissent être intéressants, c'est autre chose. Ceci dit, il y a aussi, quand j'ai commencé la recherche, des petits effets beaucoup plus petits que les écart-types. Quand je voyais ça, mais j'arrêtais de faire cette manip, je passais à autre chose. Bon. Maintenant, si vous voulez, avec la multiplication des chercheurs, le business de la recherche, comme il faut trouver quelque chose, si on trouve une toute petite différence, on essaye de montrer qu'elle est bien significative. Voilà, bon. Ah non. Non, prenez le micro. Hein. Thank you a lot. I wanted to ask, do you see any possible ways for science and for scientific community go out, as you call the business of research? Because in a way, all the questions which we are asking, they're still boosted by the pharmaceutical companies and the state in a way which want to have economical benefit from it.
So until the science won't be independent in the financial way, we still will try to cure diseases which shouldn't be cured or even do not exist at all, and try to find one gene for which you need to find one drug, and so on and so on. So is there any possible way to be, I don't know, not as slaves, if I would be very dramatic? Some years ago, I gave a talk at the Department of Psychiatry at Columbia University. And I gave a talk quite similar to this. And after my talk, there was a discussion. And within a few minutes, in the audience, which was enormous, I did not expect this. There was a fight between one part of the audience and another part of the audience. Several of them said, okay, we agree that there is no obvious, we have no obvious meaning of biological meaning of mental disorders. Okay, we know that we don't know. But we have to say to the public that it is a mental disorder, a brain disease, because it is best for the patient. It decreases the stigmatization. They said this. And the others said, maybe you are right, but do we have to lie to the public or not? For them, it was an ethical question. Do we have the right to lie? But the fact that they did not know at this time is that it is not good for stigmatization. It is the opposite. And therefore, in this discussion, this is, in my opinion, an example of a kind of these researchers were too much focused on their very small area, and they did not know that stigmatization is not decreased when you have this belief. They did not know this, although it was published. Do you understand? I feel that there are many problems, but one is everybody wants to succeed, and we have no time to think. Yeah, oh, that's a bit loud, sorry. My question would be also, or my commentary would also be in that topic, especially because you introduced, for example, the factors that work on depression, for example. You said, okay, maybe there is the prenatal problem, or we have single moms, or so I'm referring to this slide. And actually, I asked myself, so if you have the patient in front of you, you have like a whole package of problems. And in that very moment when you start the therapy, it doesn't matter which factor it is that brought him to this point, but you have kind of a chronified picture of symptoms. So I wonder, even if you publish effects, minimal effects, for example, for a gene, or minimal effects for any risk factor, I wonder, it could be true, but who presents it like as the ultimate truth? Like, because in my experience, more people say, okay, we have this package, all of this could be true for you. We have to discover in therapy what is true for you and what we can change now. And so I wonder if for the individual, is that even a problem? Who is coming to therapy? Like, I ask myself this question, and I would be curious to hear your thoughts, because I see the problem on the society level, but for the individual in therapy, is he even, this problem is presenting itself a little bit different, right? I don't know, you didn't, okay, so basically, is better? Sorry. So basically how I understood your talk is that
society has some problems and is la vulgarisation des résultats scientifiques is problematic on a society level. But for the individual in therapy, we always there should always be an individual therapeutical plan. And I wonder if, for example, even if a gene could be the cause, has this relevance for the individual? Because he never knows if he has the gene, or even if he has the gene, would that have implications for the therapy? He would still have to live with it. No? Maybe we can discuss later. OK. OK. I don't know whether est-ce que je peux le faire en français? Bon. Je ne sais pas si sûr d'avoir vous avoir bien compris, mais le fait est que si effectivement un enfant est hyperactif parce qu'il est né prématuré, ou si c'est parce que c'est génétique, effectivement, pour lui, ça ne change rien. Il a des problèmes et puis voilà. Mais par contre, si vous êtes décideur politique et que vous avez à prendre en considération ça, je veux dire que les enfants prématurés, c'est une catastrophe, pas seulement pour l'hyperactivité d'ailleurs, hein. Ça coûte extrêmement cher les enfants prématurés à tous égards, hein, à court terme, à long terme, etc. Et si vous voyez que vous pouvez faire quelque chose pour qu'il y ait moins d'enfants prématurés, c'est votre devoir de le faire, vous comprenez? Donc, ce que je pointe, c'est moins la question du traitement que la question de la prévention. Parce que finalement, pour le traitement, l'hyperactivité, on sait grosso modo qu'à court terme, sur quelques mois, oui, la Ritaline, ça peut aider. Mais enfin, bon, ce n'est pas un miracle non plus, hein. Yeah, does anyone have one last question? Yes. Merci infiniment, Dr Gonod, pour cette très belle présentation, même s'il y avait eu beaucoup de provocations. Je voudrais revenir justement sur cette notion de psychiatrie, imagerie cérébrale, pour éviter de trop réduire. Donc, est-ce que finalement, les chercheurs en psychiatrie, n'utilisent pas l'imagerie cérébrale sans vraiment savoir ce qu'elle peut faire? Et je pense par là justement en surinterprétant, parce que pour les spécialistes d'imagerie cérébrale, notamment, j'ai vu que les papiers que vous citiez, ce n'est pas des journaux. Bon, les journaux d'imagerie cérébrale sont bien sûr de moindre impact facteur, mais il y a beaucoup de biais qu'on essaie en tant que chercheur, en tant que reviewer, de corriger. Et du coup, bien entendu, on ne sort pas avec des grandes questions philosophiques, on va dire, on reste vraiment sur les résultats. Donc, c'est plus pour que vous puissiez un peu, si possible, moduler votre discours par rapport aux jeunes qui soit travaillent en imagerie cérébrale, soit travailleront en imagerie cérébrale en disant, voilà, effectivement, il faut bien poser les questions, savoir les outils qu'on utilise. Et puis, deuxième question, j'ai vu que vous adoriez les chiffres. Au final, peut-être un pourcentage de chercheurs en fait, qui travaillent en psychiatrie, imagerie cérébrale, ou un nombre si vous l'avez? Oui, ah non. Sur la deuxième question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'imagerie cérébrale en psychiatrie? Je ne sais pas vous dire en pourcentage, hein, par rapport, mais oui, beaucoup quand même, hein. Je me rappelle d'un article qui m'avait vraiment frappé, c'était en 2004, publié dans justement Molecular Psychiatry, des grands psychiatres américains, le nom me reviendra peut-être, mais bon, pas tout de suite, et qui disait tout de même, on gaspille, un Américain, hein,
On achète à tout va des machines d'imagerie cérébrale, on fait des expériences d'imagerie cérébrale extrêmement chères et extrêmement complexes, etc. Et à côté de ça, on réduit de plus en plus le nombre de lits d'hôpital psychiatriques, si bien que les patients y rentrent, on leur donne leur traitement et ils ressortent. Et on n'a même pas le temps de voir si le traitement est efficace, d'ajuster les doses, etc. Donc, selon Luciano, je crois qu'il s'appelait, selon lui, on met l'argent au mauvais endroit. Hein. Et quant au... Oui, bien évidemment, bah, c'est ce que disait Weinberger. Hein, il y a des risques d'artefacts considérables pour l'imagerie cérébrale en psychiatrie. Bon, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de positif jusqu'à présent? Bah, écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste de l'imagerie cérébrale non plus. Hein. Je me contente de vous rapporter ce que d'autres disent hein, et qui sont des spécialistes. Je ne peux pas aller plus loin. Alors, mais si vous avez peut-être une idée, vous, à dire quelque chose. Oui, on peut justement partager. Je ne vais pas prendre trop le micro, on peut en parler tout à l'heure. Juste pour moduler un petit peu, les experts d'imagerie médicale, pour l'application en psychiatrie, c'est un très, très, très faible pourcentage, sachant en fait que l'imagerie médicale, comme vous le dites à juste titre, alors je ne suis pas clinicienne, s'il y a des cliniciens dans la salle, ils pourront aussi moduler la réponse. Mais en tout cas, l'IRM ne participe pas au diagnostic de ces pathologies psychiatriques. Donc effectivement, c'est un outil supplémentaire extrêmement coûteux, bien entendu, pour ça. Donc les IRM qui sont dans les cliniques ou autres pour la recherche, il y a des pathologies cliniques pour lesquelles il y a de très forts intérêts directs, des maladies neurodégénératives, pour soit enlever le diagnostic, soit l'approcher, bien entendu. Donc, c'est toujours en complément d'autres choses, en fait, qu'il faut utiliser l'imagerie et pas que l'imagerie tout seul. Et sachant aussi que maintenant, on n'est plus trop sur des approches comme ça structurales en regardant des diminutions du cortex. On est plutôt sur des notions de connectivité ou autre. Oui, et bien puis, sûr. On essaie aussi d'approcher le plus possible l'aspect individuel. Mais pour ça, il faut des cohortes extrêmement, extrêmement importantes de témoins, donc ce qui dit aussi extrêmement coûteuse. Oui, je voudrais ajouter bien évidemment que l'imagerie cérébrale peut être hyper utile, même en clinique. Hein. Je veux dire, avec des symptômes plutôt bipolaires, je crois, c'est quand même important d'écarter, par exemple, un adénome hypophysaire. Hein. Et là, l'imagerie cérébrale est indispensable et efficace. Hein. Bon, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Si vous permettez juste un tout petit dernier point, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais par rapport aux médias, est-ce qu'il n'y a pas non plus un manque de formation scientifique des médias? Ah, bonne question. Oui, d'abord, les médias. Il y a eu des expériences de fait à propos de l'imagerie cérébrale. Si vous racontez une histoire à propos je sais pas moi, du cerveau, de l'apprentissage, si vous prenez deux populations d'étudiants, vous faites un texte seul, crédible, et puis vous faites un texte avec une image du cerveau, là, prise d'imagerie cérébrale, eh bien, le texte avec image est plus convaincant que le texte sans image. Donc, le poids de l'image, et ça a été montré de tas de manières différentes, le poids de l'image est considérable. Et même si l'image n'a rien à voir avec le texte. Hein. Donc, ça, c'est les petites choses que je voulais rajouter. Et puis, à propos des journalistes, on a fait avec ma collègue du Malais a fait une enquête auprès des journalistes. Et notamment, elle leur a posé la question, mais est-ce que vous savez que les études scientifiques ne sont pas toujours... Que pensez-vous de la reproductibilité? Et presque tous ont répondu, ah oui, je sais qu'il y a des fraudes. Pour eux, reproductibilité, c'est fraude. Or, la fraude caractérisée est tout à fait exceptionnelle et rarissime. Ce qui est beaucoup plus fréquent, je vous l'ai dit en moyenne, une étude sur deux, c'est la dévaluation des études initiales. Parce que
C'est normal, la science avance comme ça. Hein. On a une étude initiale intéressante qui donne envie de poursuivre, mais bon, elle est incertaine parce que c'est une étude initiale. Il faut qu'elle soit confirmée. La science avance comme ça, c'est normal. Il faut bien insister auprès du public. Hein. La science, c'est, contrairement à ce qu'on croit, la science, oui, le savoir établi, c'est sûr, mais la science en train de se faire, c'est incertain, c'est très incertain. Et là, ça, les journalistes ne le savent pas. Et de manière un peu surprenante, même, peu importe qu'ils aient fait des études scientifiques ou pas, hein, mais finalement, ce n'est pas tellement surprenant. Il y a quelques années, il y avait un billet d'une neuroscientifique plutôt dans les sciences cognitives dans le monde très régulièrement. Et elle, dans un de ses papiers, incidemment, elle disait « Et puis, ça a été montré que les gens qui ont un goût pour le risque, ils ont plus fréquemment la variante D4 à cette répétition du récepteur D4. » Elle disait ça comme si c'était été établi. Et oui, effectivement, il y a eu donc cette première étude qui a été publiée dans Nature Genetics qui disait ça. Ça a été contredit ensuite, bien avant qu'elle ait publié ce billet, hein, mais ça, elle ne le savait pas. Elle n'avait pas eu le temps de le prendre en considération. Et finalement, la notion que au moins une étude sur deux est d'évaluer, même j'aimerais bien savoir, vous le saviez, vous, dans la salle, tous? Bon. Eh bien, merci beaucoup. C'est très gentil. So it's the end of today. So thank you, Dr. Ganon. Thank you to all the speakers. So if you want to join us for the cine debate, so feel free to follow us. We are all going to the Bâtiment B, Amphi 12, to have the movie night, Le Pouvoir des Caresses, followed by a debate with Dr. Rochelle Ackerley, and we have snacks again. See if you didn't have enough food today, so feel free to join. Thank you, and see you tomorrow for the one that's leaving. Bye-bye.